Pont-Neuf, l'émission littéraire hebdomadaire du jeudi sur Radio J. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Michel Vinocq pour son livre « La France libérée » qui paraît aux éditions Perrin. Michel Vinocq, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la revue, vous êtes historien, vous êtes fondateur de la revue L'Histoire. Vous aviez écrit Le siècle des intellectuels que vous prolongez aujourd'hui avec La France libérée, où vous racontez sur 3 ans, de 1944 à 1947, les grands événements politiques, culturels, judiciaires, qui ont marqué cette période. Et on va commencer, si vous voulez bien, par l'épuration, parce que on a dit beaucoup de choses sur l'épuration. On a dit que l'épuration a été sévère au lendemain de la guerre, et vous donnez des chiffres qui pourraient prouver le contraire, me semble-t-il. Il faut effectivement être précis et ne pas tomber dans les mythes. Après la guerre, les fidèles du maréchal Pétain, l'extrême droite, a répandu l'idée d'une épuration terrible, implacable, dont au moins 100 000 Français auraient été victimes. Il faut bien distinguer 2 moments de l'épuration. Au moment des combats de la libération, il y a eu déjà des actes de vengeance, de représailles, de la part des résistants, surtout contre les collabos. Et cette épuration dite sauvage a fait, les historiens qui ont travaillé avec quelques preuves fondées, on peut dire environ 9000 victimes. Sur ces 9000 victimes, il y en a une grande partie, la majeure partie, qui ont été tués, fusillés au moment des combats de la libération. Et ces historiens arrivent aux chiffres approximatifs de 2500 morts de violence vengeresse. Et cela sans aucune juridiction. Mais peu à peu, la loi s'est mise en place, les instances judiciaires se sont organisées, l'État a repris le contrôle de l'épuration, et après... Et puis, il y a eu un certain nombre de gens qui ont été, dont la condamnation a été commuée en détention. Vous dites que De Gaulle a gracié les 2/3 des condamnés à mort. Oui, je reviens aux chiffres, si vous permettez. On a retenu 300 000 dossiers de gens qui pouvaient être, par conséquent, accusés. Sur ces 300 000 dossiers retenus, on en a finalement retenu 125 000. Et sur ces 125 000, il y a eu effectivement des condamnations à mort, mais pas très nombreuses. Je crois 7 000 environ, et beaucoup ont été, les peines ont été commuées. Il y a eu des condamnations surtout à l'indignité nationale, c'est-à-dire à la privation des droits civiques des gens. Et il y a eu des peines de prison. Donc, au total, l'épuration, on ne peut pas dire qu'elle a été légère. Elle a frappé, mais elle n'a pas frappé les coupables dans les dimensions extraordinaires qu'avançaient les fidèles du maréchal Pétain. Alors, il y a quand même, il y a eu des gens qui sont passés entre les mailles du filet. Et pour les écrivains, notamment, vous dites que la mansuétude a été assez courante. Par exemple, Monterland interdit de publier pendant 1 an.
Alors, il est vrai que, je veux dire, sa collaboration n'avait pas été aussi importante que pour un Céline Oui, ou pour Andrio La Rochelle. évidemment, ça n'a rien à voir. Alors, les écrivains, comme les journalistes, tous ceux qui écrivent, évidemment, laissent des traces par leurs livres, leurs articles, et il était plus facile, par conséquent, de les accuser que certains hommes d'affaires ou certains anonymes qui ont aidé effectivement l'Allemagne, l'occupant, sans laisser véritablement de preuves derrière eux. Donc, alors on a pu dire, les écrivains, les journalistes ont été visés en premier. Cela vient du fait aussi que la presse résistante, et en particulier les lettres françaises, qui peu à peu sont tombées dans les mains du Parti communiste. Ce journal a dressé une liste noire. Le CNE, le Comité national de la résistance des écrivains, a en effet produit une liste d'écrivains avec lesquels il ne fallait plus collaborer dans aucun journal où ils écrivaient, etc. Bien, il n'avait pas le pouvoir légal de les condamner. Mais il y a eu toute une campagne contre les écrivains collaborateurs, plus ou moins collaborateurs, parce que il y a tous les cas possibles et imaginables. Il y a le fait aussi que certains ont été condamnés à mort. Le cas le plus sensationnel, enfin celui qui a provoqué la plus grande sensation et la plus grande campagne était le cas Brasillac. Et beaucoup d'écrivains, notamment Mauriac et d'autres, ont demandé au général de Gaulle sa grâce. Camus aussi, je crois, Oui, avait demandé. avec une hésitation. Il y a eu même une polémique entre Camus et Mauriac sur ce sujet, mais finalement Camus s'est rallié à ceux qui demandaient que on gracie Brasillac. Il a dit « parce que je suis fondamentalement contre la peine de mort, quelle que soit ma pensée envers Brasillac, je suis contre la peine de mort. » Bon. Sur les chiffres de l'épuration, Michel Vinocq, est-ce qu'il faut faire confiance à Robert Aron, qui est une référence sur le sujet? Alors, Robert Aron, je crois, a travaillé de manière honnête, mais il n'avait pas, évidemment, tous les éléments, toutes les archives possibles. Alors, il a quand même eu le mérite, si vous voulez, de nuancer, de rectifier le chiffre de plus de 100 000 morts de l'épuration, et il est descendu à celui déjà plus exact, de 30 à 40 000. Alors, ce chiffre est excessif encore, et comme je vous l'ai dit, finalement, il y a eu beaucoup moins de condamnés. Cependant, n'oublions pas un aspect de l'épuration, qui n'est pas la condamnation juridique, mais qui est dans les diverses corporations où il travaillait, un certain nombre de gens qui ont été destitués, renvoyés, c'est le cas dans la police en particulier, dans l'administration en général. Et je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a eu effectivement une sorte de balayage, n'est-ce pas, des grands services de l'État. Alors, le cas Pétain, dont on parle beaucoup en ce moment, bon, il a été condamné à mort, mais par 14 voix contre 13 et une abstention, à l'indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Et ce n'est pas le général de Gaulle lui-même qui l'a gracié, mais c'est la Haute Cour qui a émis le vœu qu'en raison du grand âge de l'accusé, cette sentence ne soit pas exécutée. Mais j'en viens à quelque chose qu'on ne savait pas, enfin moi je ne savais pas, on découvre avec vous qu'il y a eu une lettre que vous citez du général doyen qui reçoit l'ordre de transmettre à Hitler une lettre de Philippe Pétain.
Et Philippe Pétain écrit ceci que je dis. Je renvoie M. Laval, mais pas la France. Le renvoi de M. Laval ne signifie pas la fin de la politique de la collaboration. Cette politique de collaboration continuera malgré le départ de M. Laval. Je tiens à vous en informer. Lettre donc de Pétain à Hitler. Oui, c'est-à-dire que le renvoi de Laval n'avait rien à voir avec, contrairement à ce qu'on a pu dire, n'est-ce pas, avec la politique de Pétain vis-à-vis de l'Allemagne. La collaboration a été affirmée à Montoire. Jamais Pétain n'y a renoncé. Cette collaboration s'est même aggravée au fur et à mesure que la guerre se déroulait. Et à la fin, en 1944, cette collaboration est devenue une véritable collaboration militaire. Donc, exonérer Pétain de la collaboration, c'est impossible. Alors, votre livre raconte finalement aussi un état d'esprit. Il y a la renaissance du jazz, il y a un mélange de, comment dire, d'angoisse et de liberté. C'est la période de l'existentialisme. Vous dites que l'existentialisme était la plus grande innovation de l'après-guerre. Oui, du point de vue des idées, hein, certainement. Vous savez, la France de ces années-là, c'est quand même la France libérée. Malgré tous les problèmes pour s'alimenter, se loger, le problème du retour des déportés, des prisonniers, de la réinsération de ces gens qui étaient, de ces hommes, de ces femmes qui avaient été prisonniers ou déportés en Allemagne. C'est un problème social, économique permanent. Vous connaissez la formule, les 30 glorieuses, que l'on croit faire démarrer en 45. Non, il faut attendre les années 50 pour que, véritablement, l'économie retrouve ses assises, redémarre. Les tickets de pain ont été utilisés jusqu'en 1949. Donc, c'est un moment difficile. Mais en même temps, c'est un moment d'espoir. C'est la fin de la censure. Et par conséquent, on peut voir des films, on peut lire des livres qui n'ont pas été interdits. C'est aussi, vous l'avez dit, l'espoir d'une pensée nouvelle à travers de nouveaux écrivains. Bon, les deux grands écrivains de cette période, c'est évidemment dans la nouvelle génération Camus et Sartre, qui sont pour un moment d'ailleurs camarades, hein, on peut dire. Alors à propos de Sartre, vous faites effectivement un gros plan sur Jean-Paul Sartre et vous dites qu'il est devenu, c'est un peu incroyable, aux États-Unis l'incarnation du résistant, de l'intellectuel résistant. Alors par quel tour de passe-passe Jean-Paul Sartre a-t-il réussi à donner cette image alors que sa résistance a été très symbolique, oui. Modeste? Alors, c'est Camus qui dirigeait le journal Combat, qui a envoyé Sartre comme représentant de la presse française avec quelques autres journalistes à New York et aux États-Unis. Il a fait 2 voyages aux États-Unis. Et entre-temps, Sartre a publié d'un voyage à l'autre un certain nombre de livres, d'articles. Par exemple, Camus lui a confié un reportage pour le journal Combat sur les journées de la libération de Paris. Sartre, qui était philosophe, romancier, il était aussi reporter, journaliste. Donc, il avait, si vous voulez, tous les talents. Mais en même temps, vous l'avez dit, sa résistance n'avait pas été vraiment très héroïque. Il avait écrit quelques articles dans les lettres françaises, journal clandestin, ça n'allait pas très loin. Mais quand il arrive aux États-Unis, il est reçu comme un grand résistant, voire un maquisard, n'est-ce pas? Quelqu'un qui s'est battu les armes à la main, ce qui est évidemment un mythe. Quelle a été l'attitude de Sartre? Il aurait pu dire non, mes amis, n'exagérons rien.
Non, il a laissé dire, il a laissé faire, et il s'en est justifié en disant ce n'était pas Jean-Paul Sartre qu'on était en train d'acclamer, c'était la résistance française, la résistance des intellectuels. Voilà pourquoi j'estimais que je n'avais pas à répliquer à cela. Alors, c'est toute une atmosphère qu'on retrouve, et puis c'est aussi une période de l'histoire. Vous racontez l'extraordinaire histoire de l'Exodus avec une aide de la France, ou en tout cas une neutralité bienveillante Certainement. pendant toutes ces jours où Exodus était à Port-Boo. Oui, oui, certainement. La France a refusé d'accepter les injonctions du Royaume-Uni, du gouvernement britannique, n'est-ce pas, qui obligeait la France à rendre ces, euh, ces Juifs embarqués sur l'Exodus qui allaient de port en port, n'est-ce pas, et qui étaient revenus en France pour les emprisonner, etc. Non. La France accueillait par conséquent, s'il le désirait, les voyageurs, les passagers de l'Exodus. Bon, mais évidemment, ces passagers, ils ne tenaient pas à rester en France, ils voulaient aller en Israël et au Proche-Orient. Israël n'étant pas encore né, n'est-ce pas, officiellement. Donc ça a été un drame qui a un peu échappé, il faut bien le dire, à l'opinion, parce que l'opinion, vous savez, à l'époque, elle était complètement omnubilée par deux choses. Sur le plan social, c'était comment vivre, comment survivre, et puis sur le plan politique, que va devenir la France? Quel va être le futur régime politique de la France? Alors, très Dans vite. un contexte, tout ça, de quatrième République, un peu brinque-ballant. C'est-à-dire que il y avait deux avis. Euh, L'avis d'une majorité de l'Assemblée constituante, qui était dominée par les communistes et les socialistes, qui voulaient rétablir un régime parlementaire dans lequel l'Assemblée nationale avait le pouvoir et dans lequel l'exécutif dépendait complètement de l'Assemblée. Et puis l'autre version, c'était De Gaulle, qui lui voulait que l'exécutif soit séparé du législatif, qu'il ait une autonomie, une autorité. Et ça a été en 46 le fameux discours de Bayeux avant le deuxième référendum sur la Constitution, et le discours de Bayeux a fait son effet, parce que au deuxième référendum qui va établir la quatrième République, il n'y eut que 38% d'électeurs inscrits pour voter cette Constitution. C'est-à-dire que le taux des abstentions et des non a été supérieur. Donc la République quatrième est mal partie. Elle est mal partie parce que la tradition républicaine, c'était le régime parlementaire. Et que De Gaulle, en voulant substituer au régime parlementaire un régime, je ne dis pas présidentiel, mais semi-présidentiel, comme l'est la Ve République, au fond, son idée de la Ve République était déjà dans sa tête. Il a échoué, il a démissionné. Et la quatrième République s'est lancée au moment où la guerre froide était à son tour en train de diviser l'Occident et la France. Alors, vous êtes historien de cette période, et vous la racontez très bien. Michel Vinocq, quand vous entendez un polémiste, candidat possible aux élections présidentielles, dire cette semaine à LCI, on s'en fout de Vichy, vous dites quoi? Bon, je me dis que c'est une boutade qu'il faudrait peut-être remplacer dans un contexte, dans ses phrases, dans l'objet de la conversation. On peut dire Vichy, on s'en fout si on est en train de parler d'autre chose. Bon, on est en train de parler Mais en soi, si on prend cette formule en soi, elle est inacceptable. Tant les Français ont été marqués par ce régime de Vichy. Régime de collaboration. Et il ne faut pas oublier
tout de même que il y a eu un grand mythe qui a pu évidemment donner le change, à savoir que c'est le mythe, vous savez, de l'épée et du bouclier. Qui d'ailleurs du reste en 44 a été repris par les pétainistes et Pétain lui-même, à savoir que De Gaulle était l'épée. Et notamment par Jacques Izorni, son voilà. avocat, l'avocat à son procès. Exactement. Donc, à Londres, il y avait l'épée, et à Vichy, il y avait le bouclier. Bon, mais ça tient pas debout, puisque alors il y a une date qui est une date tournante dans cette histoire. C'est novembre 1942, lorsque les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord. Beaucoup en France qui ont suivi Pétain ont cru que Pétain allait décidément prendre le parti justement de la résistance. Et que fait-il? Il donne l'ordre aux troupes françaises qui sont en Afrique du Nord de tirer sur ceux qui débarquent. Alors, à partir de ce moment-là, on peut dire que le régime de Vichy est un régime de forfaiture, un régime inacceptable pour tous ceux qui ressentent un peu de patriotisme dans le cœur des Français. Merci Michel Vinocq. Je rappelle le titre de votre livre, La France libérée 1944-1947 chez Perrin. La semaine prochaine, je recevrai Alain Finkielkraut pour l'après-littérature. Bonne journée à tous.